Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme, la vie sans les bombes à Alep. Depuis l'instauration de la trêve respectée à 90%, le quotidien reprend son cours dans l'ancienne capitale économique syrienne. Cette semaine, nous vous proposons également un reportage retraçant le retour des migrants irakiens déçus par leur exil en Europe. Le fait n'est pas si rare, ils sont 10 000 au total. Enfin, nous terminerons par un portrait hors du commun, celui de Nissim Barouch Black, un rappeur américain converti et bercé par le judaïsme. Mission accomplie, ce sont les mots de Vladimir Poutine. À la surprise générale, le président russe a annoncé le retrait d'une grande partie de ses troupes en Syrie, un retrait progressif alors que les pourparlers ont repris à Genève. Selon le chef du Kremlin, les objectifs fixés ont été atteints. Et cette décision intervient en pleine trêve. Depuis son instauration, le niveau de violence a considérablement baissé. On peut enfin apercevoir le bleu du ciel d'Alep. Les enfants ont également retrouvé le sourire et l'aide humanitaire arrive enfin à destination. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Il y a encore quelques semaines, c'était la livraison de tous les dangers. Juste avant la trêve, plusieurs obus sont tombés autour de mon camion. Depuis 2 ans, Zakaria Charbot livre de l'aide humanitaire, de l'eau notamment, jusque dans les zones les plus dangereuses. Nous entrons dans le quartier de Salaheddine où longtemps les livraisons se firent de nuit pour éviter les tireurs embusqués. Mais la trêve a tout changé. Avant, on entrait ici la peur au ventre. On se dépêchait de livrer pour vite repartir. Désormais, on n'est plus tranquille, on prend notre temps. Pour la première fois depuis des années, le panorama sur Alep n'a aucun panache de fumée noire à offrir. Il y a certes eu des violations de la trêve de part et d'autre et des victimes. Mais de fait, le cessez-le-feu tient bon dans de nombreux quartiers. Le quotidien s'est amélioré, beaucoup de boutiques rouvrent et les affaires reprennent. Il y a du monde dans la rue, les gens sortent et nous, on travaille bien. À Salaheddine, il n'est pas encore temps de reconstruire. Mais pour la première fois depuis des années, le chant des enfants recouvre le bruit des bombes. Longtemps déserté, ce centre d'accueil se remplit à nouveau au bénéfice de la trêve. Les enfants viennent plus nombreux, ils sont plus souriants et ils n'ont plus peur des explosions. On est content car il n'y a plus de bombes. Mohamed et ses amis avaient presque perdu l'espoir de rejouer un jour tranquillement dans leur quartier. Avant, quand tu descendais, il n'y avait personne dans la rue. Depuis la trêve, c'est tellement calme qu'on peut à nouveau se réunir. Élève en CM2, il habite dans cet immeuble où depuis quelques jours, l'eau courante a été rétablie. Ça fait 5 mois qu'on n'avait pas ouvert le robinet. Et là, j'ouvre et il y a de l'eau. Dans cet appartement, pour lui, les souvenirs heureux sont pourtant rares. Il y a quelques mois, un missile a frappé notre salon. Ma famille était là, moi j'étais là, dans la chambre du fond. Je me suis réveillé dans les décombres, je me suis levé, j'ai eu un vertige et je suis retombé. Je ne pouvais plus bouger. Je me suis dit, ils sont tous morts et moi désormais je suis tout seul. Sa mère, sa sœur, son petit frère de 2 ans ont été soufflés par l'explosion. Alors pour cet adolescent désormais élevé par sa grand-mère, la rancœur est un sentiment bien difficile à surmonter. Que Dieu punisse ceux qui ont fait ça. Ils m'ont fait perdre ma mère, mon frère et ma sœur, tout ce que j'avais de plus cher. Je ne peux pas leur pardonner. Rebelles ou partisans du régime, les plaies de 5 ans de guerre et de violence ne se referment pas en un jour. La trêve est une chose, la paix durable en est une autre, aussi dure à obtenir qu'un soir sans cris ni explosion dans la 2e ville de Syrie. La Turquie de plus en plus sous tension. Un attentat suicide a fait au moins 37 morts à Ankara, la capitale. Malgré l'absence de toute revendication, les autorités turques pointent du doigt le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et affirment détenir des éléments très sérieux à leur encontre. L'aviation turque a d'ailleurs bombardé des camps du PKK dans le nord de l'Irak, des frappes de représailles. Ils ont traversé le pire pour fuir la guerre dans leur pays, mais aujourd'hui, ils veulent rentrer chez eux. Le rêve européen s'est transformé en désillusion et en déception. Aujourd'hui, certains témoignent et expliquent pourquoi ils ont finalement choisi de rentrer chez eux. Reportage signé Samassoula. Un centre de réfugiés en Allemagne. Et depuis quelques semaines, cette demande surprenante qui se répète. Donnez-nous les passeports. On veut repartir en Irak. Écoutez, ça fait 6 mois que je les demande au directeur. On vous demande rien d'autre. Donnez-nous juste les papiers et on repart chez nous.
C'est tous les jours que des gens demandent à repartir? Oui, tous les jours. Par exemple, avant-hier, j'ai accompagné 39 personnes à l'aéroport. C'est le cas de cette famille irakienne arrivée il y a 2 mois en Allemagne. Le couple et ses 3 enfants veut repartir dans l'autre sens. Ils se disent déçus de leur statut de réfugiés. Si on attendait un peu, les enfants pourraient aller à l'école, apprendre la langue, avoir la nationalité allemande. Mais la réalité, c'est qu'on n'a toujours pas de titre de séjour. Vous êtes quand même mieux que dans un pays en guerre. Peut-être, mais tout est compliqué pour nous ici. Je ne parle pas la langue, le cadre est sympa, mais ici, je me sens pas chez moi. Pas de papier, pas de maison, la promiscuité avec les autres réfugiés et surtout l'impossibilité de travailler. Les désillusions se sont enchaînées. Moi, je suis venu parce que j'avais vu les belles photos sur Facebook envoyées par les Irakiens qui étaient ici. Ils disaient qu'on peut toucher 2 000 € par mois en bossant chez BMW, avec des beaux collègues blonds aux yeux bleus. J'espérais travailler, toucher un beau salaire, sauf que c'est pas du tout le cas et que je fais rien de mes journées. Il y a quelques semaines pourtant, c'était l'espoir lors de la traversée. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas y arriver. Et regardez, on arrive en Europe. Une aventure européenne qui a tourné court pour cette famille irakienne. Après 2 mois, ils refont le voyage dans l'autre sens, en avion cette fois. L'administration allemande a payé le billet, accompagné d'un pécule, 1 700 €. Les voici de retour dans leur ville natale, Erbil, au Kurdistan irakien. Toute la famille les accueille. Samir Hussein avait tout vendu avant de partir. Il doit s'installer chez sa mère, rattrapé par la réalité qu'il avait décidé de quitter. Dès que mon frère sera là, je vais me retrouver sans logement. Retour à la case départ. L'ancien migrant retrouve le marché où il travaillait. Joie des retrouvailles avec ses amis, malgré l'échec de son exil. C'est bon d'être au milieu des siens. Même au pain sec et à l'eau, on est mieux que là-bas. Par chance, il récupère son emploi de plumeur de poulet payé 6 € par jour, avec le poids de devoir rembourser 8 000 € qu'il avait empruntés. J'ai passé des mois ici à bosser pour payer le voyage. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir dépensé tout cet argent pour me retrouver ici, à la case départ, dans cette situation. Son amère expérience est pourtant loin de décourager les candidats à l'exil. Son propre frère se prépare à partir pour la France. On dit que là-bas, tu n'as qu'à t'allonger et que le gouvernement paye pour toutes tes dépenses. En Europe, on est beaucoup mieux qu'au Kurdistan irakien. Il peut dire ce qu'il veut, mais moi je pars. En 1 an, 10 000 migrants irakiens ont ainsi fait le voyage retour, déçus par l'exil européen. Il est afro-américain, né à Seattle. Ses parents étaient dealers, lui est devenu rappeur. Il a cherché sa voie dans l'islam, le christianisme et a fini par la trouver dans le judaïsme. Aujourd'hui, il est toujours rappeur, mais vous allez le voir, il s'habille plus comme un juif orthodoxe. Nos correspondants Pierrick Laurent et Iris Macleur l'ont rencontré à Jérusalem, car il a aussi fait sa alia en famille. Le rythme est entraînant, le mélange dance et rap plutôt efficace. Mais derrière ce duo calibré, vu plus d'1 million de fois sur Internet, se cache un destin hors du commun. Une histoire qui aboutit ici, à l'aéroport de Tel Aviv. Il y a quelques jours, Nissim Black, sa femme et leurs 4 enfants ont quitté leur ville natale de Seattle aux États-Unis pour venir vivre à Jérusalem. Je suis très heureux aujourd'hui, très enthousiaste. Je suis vraiment heureuse parce qu'on est à la maison. Ça y est, on l'a fait. Nissim s'est converti au judaïsme en 2013. Il a changé son nom, son apparence. Mais quelques années plus tôt, voici à quoi il ressemblait.
À cette époque, il se fait appeler D-Black, un rappeur de Seattle conforme aux stéréotypes, dont les parents musiciens sont aussi dealers. Je dis toujours que je n'ai pas grandi dans la rue, mais que la rue s'est invitée chez moi. Donc j'ai été très exposé à des choses difficiles. J'ai commencé à fumer de l'herbe quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à en vendre quand j'en avais 12. Élevé par son grand-père musulman, il se tourne vers l'islam, puis quelques années plus tard vers le christianisme. Toujours insatisfait, celui qui est encore Damian Black entre un jour dans la synagogue de son quartier. Il venait de perdre sa mère et de rompre les liens avec son père et sa sœur. Et sans même me demander, il a fait cette chose étrange. Il voulait juste apprendre toute la journée. Nissim et sa femme étudient la Torah et finissent par se convertir malgré des périodes de doute. Mais une chose n'a jamais changé, la passion de Nissim pour la musique. Le rap, c'est un outil. Ce n'est pas un monde qui existe en lui-même. Regardez ce que moi je fais et prenez quelqu'un comme le chanteur Macklemore. On utilise tous les deux le rap, mais moi je parle de servir Dieu. Lui, dans ses chansons, il parle d'acheter des vêtements dans une friperie. Et ça, ce n'est que nous deux. Donc ce n'est vraiment pas un monde en soi. Désormais, Nissim partage son temps entre la prière et la musique. Il enregistre déjà un nouvel album et espère bientôt se produire sur scène dans son nouveau pays. Et avant de se quitter, je vous emmène sur un podium à Bagdad, la capitale irakienne, un défilé de mode qui a attiré des centaines de personnes venues admirer une quinzaine de mannequins habillés par 6 créateurs locaux. Les organisateurs et les spectateurs ont été ravis de cette bouffée d'oxygène dans ce pays plongé dans la guerre. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.